11 sur Europe 1. Vous recevez ce matin Sonia Mabrouk, la présidente de l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Écoutons un extrait résumant l'ambiance hier en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale après le rejet de l'abrogation de la retraite à 64 ans. Collègues, vous n'êtes des croque-morts d'une Macronie en train de mourir. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé hier ? C'est ce que je viens d'entendre est ahurissant. Hier, en commission des affaires sociales, il y a eu une discussion sur une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, on pourra y revenir, et l'article 1 prévoyait cette abrogation. Et il y a eu un vote à scrutin public, qui a été très clair et qui a rejeté cet article 1, et c'est après ce rejet, donc après ce vote, que a eu lieu cette scène de tumulte. Et c'est en cela que c'est ahurissant, parce que il y a un vote, c'est démocratique, et on crie au déni de démocratie. Et c'est incompréhensible pour moi, et c'est très dangereux, parce que je trouve que c'est très mensonger, et ça induit la population en erreur. Parce que hier, ce qui s'est passé, c'est le strict respect de nos règles, de notre règlement et donc de la démocratie. Et pourtant, voici ce qui a été dit, vous êtes un danger pour la démocratie, vous êtes en dérive mafieuse, a lancé la présidente des députés insoumis Mathilde Panot avant de quitter la commission. La NUPES parle de magouille. Yael Braun-Pivet, quand même, ce sont des accusations graves. Que répondez-vous à cela ? Justement que ce sont des mots graves et que chacun doit prendre conscience qu'en utilisant ce type de vocabulaire, en lançant ce type d'accusation, il jette de l'huile sur le feu, et c'est dangereux. C'est dangereux. Pour qui c'est dangereux ? C'est dangereux pour le pays, c'est dangereux pour la cohésion nationale, parce que c'est outrancier, c'est mensonger, et moi, cela m'inquiète parce que c'est de la manipulation. Manipulation, mensonger, n'avez-vous pas outrepassé ce qui est autorisé en termes de règlement du Parlement en supprimant purement et simplement le droit d'amendement des députés, en balayant d'un revers de main tous les sous-amendements hier ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envie un peu de vous prendre une image très basique d'un enfant qui, lorsqu'il a perdu un jeu de société, vous savez, lance le jeu de société par terre, renverse la table et quitte la pièce en hurlant au scandale. C'est un peu ça qui s'est passé hier. C'est ça le comportement de la NUPES ? Un peu. Parce que hier, vous voyez, il y a eu, ils ont perdu un vote. En perdant le vote de l'article 1. À la loyale ? À la loyale. Tout a été fait dans les règles hier ? Tout a été fait dans les règles. Vous n'êtes pas assis sur les règles de l'Assemblée nationale ? Non, jamais. Moi, c'est les règles, vous savez, c'est ma boussole. C'est la seule façon pour moi de présider cette Assemblée, c'est de respecter les règles. Mais pour terminer sur leur attitude, hier, donc, une fois qu'ils ont perdu le vote, ils ont déposé non pas des centaines, mais des milliers de sous-amendements d'obstruction. Il y en a eu, je vous ai amené les chiffres, 3162 sous-amendements qui ont été déposés en l'espace de quelques minutes. Pour faire quoi ? Pour faire de l'obstruction caractérisée. Parce que si vous discutez 2 minutes par amendement, ce qui est très rapide, vous arrivez à 105 heures de débat. Donc en fait, leur objectif, c'était quoi ? Une fois qu'ils ont vu qu'ils avaient perdu le premier vote, c'était d'empêcher le vote. Mais le et vôtre... ça, nous ne pouvons pas le laisser faire et nous ne pouvons pas le tolérer. Mais le vôtre, quel est-il ? Yael Braun-Pivet, la majorité a systématiquement retoqué tous ces sous-amendements. Est-ce que ce n'est pas inédit ? Est-ce qu'il y a une forme de jurisprudence hier qui s'est installée ? Non, parce que en commission, dans l'hémicycle, le droit d'amendement est sacré, mais le droit d'amendement ne peut pas avoir pour objectif d'obstruer, d'empêcher et le débat et le vote. Mais là, et c'est ce qui s'est passé hier. Ce qui est sacré n'a pas de limite, normalement. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais non, c'était... en fait, quand il y a un comportement qui vise à bloquer les débats, ce qui est le cas quand on dépose plus de 3000 amendements en quelques minutes, dans ces cas-là, la présidente de commission est souveraine avec son bureau pour organiser les débats, constater qu'il y a de l'obstruction manifeste, et c'est une évidence, et dire, moi, je souhaite que la commission puisse délibérer et aller au terme de ses souveraineté, travaux. Parce que Charles de Courson, surnommé le Che Guevara de la Marne, parle d'un déni de démocratie et dénonce un coup de fil, une entente entre la présidente de la commission des affaires sociales et vous-même pour arranger les choses à votre sauce, un coup de fil qui a permis de balayer tous ces sous-amendements. Est-ce que vous confirmez avoir donné des consignes ?
Moi, je suis en liaison constante avec l'ensemble des parlementaires qui exercent des responsabilités au sein de l'Assemblée lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté dans l'exercice de leur mission ou lorsqu'ils ont un problème à résoudre. Nous discutons. Et vous voyez, jeudi dernier, dans mon bureau, il y avait Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, qui était saisi pour savoir si l'article 1 de cette proposition de loi était constitutionnel ou pas. Nous en avons discuté pendant 1 heure. Hier, Il n'y a pas de Caroline doute qu'il ne Fiat... suit pas vos consignes, Éric Coquerel. Non, mais je ne lui ai pas donné de consignes, mais je n'ai pas donné de consignes non plus à la présidente de la Commission des Affaires sociales. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire, mais nous avons évidemment échangé. Hier après-midi, Caroline Fiat, vice-présidente LFI, était dans l'hémicycle et avait une difficulté dans l'hémicycle. Nous avons échangé au téléphone aussi. Je suis une présidente qui discute avec l'ensemble des parlementaires dans un seul objectif, que notre Parlement fonctionne, que notre démocratie fonctionne, parce que c'est ça l'intérêt suprême de nos concitoyens. Ce n'était pas l'image renvoyée hier. Vous avez vous-même dit que l'opposition, en tous les cas la NUPES en partie, a perdu. Vous avez employé ce mot, décrivant des enfants gâtés, en réalité des mauvais perdants. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous avez gagné hier ? Politiquement, c'est une bataille gagnée ? J'aime pas trop ces termes de bataille, de gain, de perte, parce que finalement le seul gagnant dans tout ça, c'est la démocratie. C'est qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Hier, mais la démocratie a gagné ? Avec des images parfois très délétères. Mais vous savez, hier soir, et c'est ça qui est très intéressant à l'Assemblée nationale en ce moment, on voit le pire et on voit le meilleur. On voit le pire et on voit le meilleur. Hier soir, le Parlement a voté à l'unanimité un texte de loi sur les influenceurs pour contrôler, encadrer, vous voyez, ces pratiques d'influenceurs. Ce texte était rapporté par 2 parlementaires qui ont fait un travail conjoint tout le long. Non, mais attendez, un parlementaire Renaissance et un parlementaire PS. Ils ont réussi à travailler ensemble et à faire adopter à l'unanimité un texte. Non, mais on a envie de vous dire heureusement sur un tel sujet consensuel, mais sur un sujet comme celui de la réforme des retraites. L'Assemblée nationale, c'est ça. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'Assemblée nationale, c'est des textes à l'unanimité avec un travail conjoint et par moments des explosions autour de thématiques qui sont très abrasives. Très bien. Et c'est ce contraste-là qu'il faut gérer. Alors je vais vous prendre au mot, puisque vous parlez de démocratie. Les oppositions n'ont pas dit leur dernier mot également. Charles de Courson, encore lui, a prévenu qu'il déposera de nouveau un amendement pour rétablir l'article 1er d'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous parlez de démocratie ce matin. Alors cet amendement, sans surprise, si vous parlez de démocratie, vous ne devriez pas le déclarer irrecevable. Vous savez, on parle beaucoup de cette irrecevabilité au titre de l'article 40. Très brièvement, lorsque moi j'ai décidé, mais à l'instar de tous mes prédécesseurs, que nous ne faisions pas de filtre au dépôt des propositions de loi. Depuis le début de cette mandature, nous avons 820 propositions de loi qui ont été déposées. Et donc elles sont contrôlées formellement, c'est le premier filtre qui est fait, et donc qui ne traite pas de cette recevabilité. Formellement, nous avons déclaré toutes les propositions recevables, et c'est le cas ici. Après, notre règlement nous dit, s'il y a un doute sur la recevabilité financière, il faut saisir le président de la Commission des Finances. C'est ce qui a été fait, et Éric Coquerel a statué. En séance publique, s'il y a un doute sur la recevabilité financière d'un amendement, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui est saisie. C'est donc vous. C'est donc moi. Et donc, ce matin, votre décision est très attendue, madame. Ma décision ne se prendra pas à votre micro parce que je prendrai ma décision formelle. Vous l'avez déjà prise en réalité. L'amendement formellement déposé. Pour le moment, je n'ai pas d'amendement. Mais évidemment, moi, je me suis prononcée et je ne changerai pas d'avis. L'article 1, l'abrogation de la réforme des retraites, est inconstitutionnel en ce qu'il est constitutif d'une charge. Logiquement, cet amendement devrait être déclaré contraire à l'article 40 si vous suivez votre cohérence. En toute logique. Maintenant, je regarderai l'amendement formellement quand il sera déposé, s'il est déposé. Mais effectivement, moi, je suis très cohérente dans mes propos et dans mes actes. Si je reformule autrement ma question, quelle probabilité que l'article 1 soit à l'ordre du jour de la séance plénière du 8 juin ? Faible, parce que l'article 1 en fait, il n'aurait pas dû être discuté en commission. Si on va jusqu'au bout, si chacun assumait ses fonctions, si chacun assumait ses responsabilités, cet article 1 n'aurait pas dû être discuté hier, puisque, étant contraire à l'article 40, le président de la Commission des Finances aurait dû se prononcer en ce sens. Il ne l'a pas fait, l'article est venu en discussion, il a été rejeté par les députés par un vote. Et donc, s'il revient dans l'hémicycle, je prendrai évidemment mes responsabilités, comme j'appelle chacun à le faire.
Yael Braun-Pivet, ça peut paraître de la cuisine interne à nos auditeurs, mais c'est très important parce que certains se disent, est-ce que ce n'est pas le fait du prince? Car en agissant ainsi et en déclarant très probablement irrecevable cet amendement, est-ce que vous n'allez pas rompre avec la tradition en position des présidents de l'Assemblée nationale? Mais justement non, je m'inscris pleinement dans cette tradition au moment du dépôt, mais malheureusement c'est vrai que depuis le début de la mandature, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de revenir sur les décisions du président de la Commission des finances dans l'hémicycle parce qu'elles n'étaient pas conformes à justement toute la jurisprudence antérieure sur le même type de texte. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu plusieurs propositions de loi qui traitaient des réformes de la retraite dans le passé, qui voulaient abaisser l'âge, revenir à un âge inférieur ou raccourcir le délai de cotisation. Elles ont toutes systématiquement été déclarées irrecevables par les présidents des commissions des finances. J'entends, mais quand même, il y a le Braun-Pivet ce qui sur n'a pas Europe été 1. fait sur celle-là. Expliquez-nous, comment est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale peut déclarer une proposition de loi recevable financièrement et la présidente, vous-même, quelques semaines plus tard, déclarer irrecevable l'un des articles qui avait été déclaré recevable par le bureau? Non, mais je crois que c'est ça. Oui. En fait, le bureau, initialement, ne se prononce pas sur le fond de la recevabilité financière. Pourquoi ? Parce que ça limiterait considérablement l'initiative du parlementaire. Et le parlementaire ne pourrait même pas déposer des propositions de loi. Et donc, on a estimé qu'il ne fallait pas, justement, limiter cette initiative. Et donc, on permet le dépôt de n'importe quelle proposition de loi, en fait, à l'origine. Vous savez ce qui va se passer à partir de là. Oui. La contrepartie de cela, c'est quoi? C'est que lorsque la proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour, il faut effectuer ce contrôle. Vous voyez, c'est un balancier. On ne le fait pas pour permettre l'initiative à l'origine, mais en revanche, lorsque c'est inscrit et discuté, il faut assurer un contrôle strict, ce qui n'a pas été fait sur la proposition de loi. Il y a un mot que vous aimez bien, c'est le mot responsabilité. Vous dites souvent, je vais prendre mes responsabilités. Vous allez devoir les prendre parce que là, en déclarant très probablement irrecevable cet amendement, ça va être le chahut. Ça va être de nouveau la bordélisation. Vous l'assumez? Vous savez que c'est ce qui va se passer. Je n'assume ni le chahut ni la bordélisation parce que je trouve qu'à chaque fois, cela porte atteinte à nos institutions et au respect que nous devons aux Français qui nous ont élus et qui nous regardent. Et l'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat organisé. Le débat devrait être apaisé. Je sais qu'il ne le sera pas. Je le sais, mais je ne le redoute pas. Et je serai là parce que moi, je serai là. C'est une mise en garde. Non, mais je serai là. Je serai toujours là. Face à quoi? Je suis présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Moi, j'ai une fonction, j'ai un rôle. Que veut la NUPES? Mais écoutez, la NUPES, en tout cas, utilise parfois des armes, utilise parfois des arguments, utilise parfois des propos qui me semblent attiser les braises plutôt que d'apaiser le climat dans notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on soit tous responsables. But, pourquoi est-ce que vous auriez le monopole de la responsabilité et pas ces oppositions, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale? Parce que pour moi, mais c'est peut-être... Voilà, c'est dû à ma nature. Moi, je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un qui écoute, je suis quelqu'un qui dialogue, je cherche toujours le compromis et je ne crois pas qu'on obtienne le compromis, le dialogue, en se hurlant dessus, comme vous avez pu le faire entendre à vos auditeurs, en s'invectivant, en s'insultant, en traitant de dérives mafieuses. Je ne crois pas que c'est ainsi que nous faisons progresser la démocratie dans notre pays. Calme et consensus, avez-vous dit. Est-ce que c'est ce qui symbolise aujourd'hui la relation, je ne crois pas, et peu de gens le croient, entre Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne? En 24 heures, le président a soufflé le chaud et le froid. Yael Braun-Pivet, ça tangue, ça craque, ce n'est plus tenable. Pourquoi user ainsi jusqu'à la corde cette première ministre? Écoutez, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Moi, je travaille quotidiennement avec Elisabeth Borne. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle parce que c'est une première ministre. Il faut la soutenir aujourd'hui. Vous lui apportez, on en est là, c'est-à-dire vous lui apportez votre soutien politiquement. Je lui apporte mon soutien, mais parce que, comme tous les jours, moi, vraiment, j'aime beaucoup travailler avec elle et nous avons justement une relation de dialogue apaisée, constructive et c'est important. Mais j'ai la même évidemment avec le président de la République et moi, vous savez, je ne suis pas commentatrice et je m'intéresse peu aux petites phrases et à ce type d'épisode. Vous êtes dans le bain malgré tout. Ça ne donne pas envie d'aller à Matignon?
Parce que certains vous y voient déjà. Écoutez, Je ne moi, sais pas si c'est en haut de l'affiche, mais à non, Matignon, oui. moi, je suis à ma tâche. Et ma tâche, c'est l'Assemblée nationale. Et comme on a pu le constater, elle m'occupe largement à plein temps. Oui, mais vous faites entendre votre petite musique comme Elisabeth Borne. Est-ce qu'on peut dire d'elle qu'elle est affranchie? De vous, on le dit davantage. Vous avez dit cette phrase qui rappelle ce qu'a dit Édouard Philippe. Rappelez-la nous. Moi, je suis très loyale au président de la République, à ma majorité, et très libre, mais c'est en étant libre. Les deux sont compatibles. Mais c'est en étant libre que je suis loyale. C'est en étant libre que je suis loyale parce que je défends mon institution et je crois que c'est en cela que je sers On va mon pays. conclure justement sous votre houlette. Quelle est la marque de ce Parlement? Qu'est-ce qui restera? Vous êtes encore évidemment la présidente de l'Assemblée nationale, mais comment on se souviendra de cette Assemblée sous votre magistère? Alors, une Assemblée qui est diverse, qui travaille, qui produit des choses, qui produit des belles choses et puis qui produit des moments atroces, j'ai envie de dire. Et le donc, meilleur et le pire. Le meilleur et le pire. Et je me dis que c'est une assemblée dans laquelle personne n'a la majorité, beaucoup de partis politiques qui sont représentés. Nous devons apprendre à travailler ensemble, apprendre à mieux créer cette culture du compromis qui existe tant chez nos voisins et que nous n'arrivons pas encore à installer en France. Nous progressons. Je parlais d'une proposition de loi qui a été adoptée hier à l'unanimité. Nous progressons, mais la route est encore longue et nous avons besoin d'apaiser pour que nous puissions y arriver. Mais je crois vraiment profondément que nous pouvons y arriver. Merci Yaël Braun-Pivet, merci de nous avoir réservé en exclusivité sur Europe 1 vos explications ce matin avec tout ce qui s'est passé hier. Merci à vous.